Et si je te disais que ce que beaucoup appellent mystère féminin n'est en réalité qu'un ensemble de mécanismes psychologiques prévisibles, pas de défauts, pas de faiblesses morales, mais des angles morts émotionnels que très peu d'hommes savent identifier. Dans cette vidéo, on ne parle pas de domination, on parle de compréhension. Parce que comprendre, c'est toujours avoir une longueur d'avance. Ce contenu n'est pas une incitation à manipuler qui que ce soit. C'est une analyse psychologique des dynamiques émotionnelles qui apparaissent dans les relations modernes. Si tu ne comprends pas ces mécanismes, tu les subiras. Faiblesse 1, le besoin de se sentir unique. Le besoin de se sentir unique n'est ni un caprice, ni une faiblesse morale. C'est un mécanisme psychologique fondamental, particulièrement actif dans les relations affectives. Être aimé n'est pas suffisant. Être désiré ne suffit pas non plus. Ce qui marque durablement l'esprit, c'est la sensation d'être vu comme une exception. Pas une option, pas une parmi d'autres, mais celle qui occupe une place distincte dans l'univers émotionnel de l'autre. Dès l'enfance, l'identité se construit autour du regard extérieur. Se sentir spécial rassure l'ego, stabilise l'estime de soi et crée un sentiment de sécurité émotionnelle. À l'âge adulte, ce besoin ne disparaît pas. Il se transforme. Il devient une attente silencieuse dans la relation. Suis-je différente des autres pour toi? Lorsqu'une femme perçoit que cette réponse est oui, son système émotionnel s'active fortement. Ce besoin n'est pas satisfait par des compliments génériques. Dire « tu es belle » a peu d'impact durable. Mais dire, même indirectement, « il y a quelque chose chez toi que je n'ai jamais retrouvé ailleurs » crée une empreinte mentale. Pourquoi? Parce que le cerveau retient ce qui est rare, pas ce qui est commun. Beaucoup d'hommes cherchent à rassurer en permanence. Ils survalident. Ils répètent les mêmes phrases, les mêmes gestes, les mêmes preuves. Résultat, la femme se sent appréciée, mais plus exceptionnelle. Quand tout est donné, rien ne distingue. Ce besoin d'unicité fonctionne uniquement avec un équilibre subtil. Trop peu insécurité émotionnelle, trop banalisation affective. Ce qui maintient l'attachement, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité ciblée. Une attention rare, précise et cohérente a plus de poids que 1000 preuves quotidiennes. Quand une femme se sent unique, elle investit émotionnellement. Elle protège la relation. Elle craint consciemment de perdre cette place spéciale. Et ce n'est pas la peur qui attache. C'est la valeur perçue de la connexion. On ne s'attache pas à ce qui nous rassure. On s'attache à ce qui nous distingue. Faiblesse 2, la validation déguisée en plainte. Toutes les plaintes ne sont pas des reproches. Et toutes les critiques ne cherchent pas une solution. Dans beaucoup de relations, la plainte est en réalité une demande de validation émotionnelle camouflée. Ce n'est pas une attaque. C'est un signal. Quand une femme dit « tu ne fais plus attention à moi », elle ne parle pas réellement de tes actions. Elle pose une question silencieuse. Est-ce que je compte encore émotionnellement pour toi? Quand elle dit « avant, tu étais différent », ce n'est pas une comparaison. C'est une tentative de vérifier. Ai-je perdu ma place spéciale? La plainte devient alors un outil de mesure émotionnelle. Exprimer directement un besoin émotionnel expose à un risque. Le rejet. La plainte, elle, protège l'ego. Si la réponse est froide, elle peut toujours dire « je me plaignais juste ». C'est une stratégie inconsciente, pas manipulatrice. Le cerveau cherche simplement à éviter la vulnérabilité directe. Face à une plainte, beaucoup d'hommes réagissent ainsi. Ils se justifient. Ils argumentent. Ils expliquent rationnellement. Ils cherchent à corriger le problème. Mais la plainte n'attend pas une solution. Elle attend une reconnaissance émotionnelle. Plus tu te défends, plus elle se sent ignorée émotionnellement. Ce qui apaise une plainte déguisée, ce n'est pas l'excès d'explication. C'est le calme émotionnel plus reconnaissance subtile. Pas besoin de promettre. Pas besoin de supplier. Juste montrer que le signal a été reçu. Quand l'émotion est reconnue, la plainte perd sa raison d'exister. Si la validation arrive uniquement après la plainte, le cerveau apprend quelque chose de simple. Pour être rassuré, je dois me plaindre. Et la plainte devient un rituel relationnel. Ce n'est pas la femme qui devient exigeante. C'est la dynamique qui s'installe. Ignorer totalement la plainte crée de l'insécurité. Surréagir crée de la dépendance émotionnelle. Le juste milieu, c'est ne pas paniquer, ne pas se défendre excessivement, ne pas nier l'émotion. Un homme stable émotionnellement ne fuit pas la plainte. Il ne s'y noie pas non plus. Une plainte n'est souvent qu'un besoin d'être rassuré, exprimé sans oser le demander. Faiblesse 3, l'attirance pour l'incertitude émotionnelle. La sécurité émotionnelle apaise.
mais elle ne stimule pas toujours le désir. L'esprit humain n'est pas attiré par ce qui est totalement acquis. Il est attiré par ce qui résiste légèrement à la certitude. C'est là qu'intervient l'incertitude émotionnelle. Beaucoup pensent que l'attirance naît de la stabilité totale. Présence constante, réponse immédiate, intention parfaitement claire. En réalité, cette prévisibilité rassure, mais elle endort le système émotionnel. Le désir, lui, naît de la tension contrôlée. Pas de la peur, pas du chaos, mais d'un léger espace où l'autre ne peut pas tout anticiper. Le cerveau fonctionne par anticipation. Quand tout est clair, il se repose. Quand quelque chose reste flou, il s'active. L'incertitude crée de la projection mentale, des scénarios internes, une attention continue. Autrement dit, l'autre reste présent dans l'esprit, même en son absence. Une présence intermittente mais cohérente est souvent plus marquante qu'une présence constante mais plate. Pourquoi? Parce que le cerveau cherche à comprendre le rythme. Quand une femme ne peut pas prédire exactement quand tu écriras, comment tu réagiras émotionnellement, ce que tu ressentiras à 100%, elle investit davantage pour décoder. Et cet investissement crée de l'attachement. Il y a une différence majeure entre incertitude émotionnelle, instabilité émotionnelle. L'instabilité crée de l'angoisse. L'incertitude maîtrisée crée de l'intérêt. Si l'autre se sent en danger émotionnel, l'attraction se transforme en défense. L'objectif n'est jamais de déstabiliser, mais de ne pas être totalement lisible. Quand tout est garanti, l'émotion se calme, l'attention diminue, l'investissement baisse. Le cerveau classe la relation comme acquise. Et ce qui est acquis n'est plus exploré. L'incertitude fonctionne uniquement si elle repose sur une base saine. Le détachement émotionnel. Un homme qui a une vie, des priorités, une stabilité intérieure, n'a pas besoin de jouer un rôle. Son imprévisibilité est naturelle, pas calculée. C'est cette indépendance émotionnelle qui rend l'incertitude attractive et non suspecte. Ce n'est pas l'absence qui attire, c'est l'impossibilité de tout prévoir. Faiblesse 4. La fascination pour ce qui n'est jamais totalement acquis. L'esprit humain valorise ce qui peut être perdu plus que ce qui est garanti. Ce n'est pas une question de jeu. Ce n'est pas une stratégie consciente. C'est un réflexe psychologique ancien. Ce qui est définitivement acquis cesse d'être mentalement exploré. Ce qui reste partiellement incertain continue d'exister dans l'esprit. Quand une relation est perçue comme totalement sécurisée, le cerveau la classe comme stable et non prioritaire. À l'inverse, quand une place émotionnelle semble précieuse mais non verrouillée, l'esprit cherche inconsciemment à la préserver. Ce n'est pas la peur qui agit ici, c'est la valeur perçue. Être acquis signifie disponibilité totale, intention entièrement dévoilée, validation constante. Psychologiquement, cela envoie un message simple. Cette relation ne demande plus d'effort mental. Et sans effort mental, l'émotion se stabilise. Mais la fascination diminue. La fascination naît quand l'autre est présent. L'intérêt est clair, mais la place reste méritée, pas garantie. Quand l'attention n'est pas distribuée automatiquement, elle prend de la valeur. Ce n'est pas l'absence qui fascine, c'est le fait que la connexion reste vivante, jamais figée. Beaucoup confondent distance émotionnelle, rareté émotionnelle. La distance crée du vide. La rareté crée de la valeur. Une relation saine ne repose pas sur le manque, mais sur une présence qui ne se banalise pas. Quand quelque chose n'est pas totalement acquis, on y pense plus souvent. On surveille les signaux. On investit davantage. L'attachement ne vient pas de ce que l'on reçoit, mais de ce que l'on investit émotionnellement. Plus l'investissement est personnel, plus la connexion devient importante. La fascination ne fonctionne que si l'incertitude est cohérente. Un comportement instable détruit la confiance. Un comportement cohérent mais non acquis renforce la valeur. C'est cette cohérence qui transforme l'incertitude en attraction, et non en anxiété. On ne protège pas ce qui est garanti. On protège ce qui a de la valeur. Faiblesse 5. Le détachement émotionnel masculin. Le détachement émotionnel est souvent mal compris. Il est confondu avec le froid, l'indifférence ou le manque d'intérêt. En réalité, le vrai détachement n'est pas une absence d'émotion. C'est une stabilité intérieure. Un homme détaché émotionnellement ressent, mais il ne dépend pas émotionnellement. Le détachement émotionnel ne consiste pas à fuir la relation. Il consiste à ne pas s'y perdre. C'est la capacité à rester calme face aux fluctuations émotionnelles, ne pas réagir impulsivement,
Ne pas chercher la validation pour se rassurer. Un homme détaché n'a pas besoin d'être rassuré en permanence, parce que sa valeur ne dépend pas de la réaction de l'autre. Sur le plan psychologique, le détachement envoie un signal clair. Je suis bien avec toi, mais je suis déjà bien avec moi-même. Ce signal crée une dynamique particulière. Il inspire confiance. Il réduit la pression émotionnelle. Il augmente la valeur perçue. Une personne émotionnellement stable devient naturellement un point d'ancrage. Beaucoup d'hommes croient qu'ils doivent montrer constamment leur attachement, leur disponibilité, leur peur de perdre. Mais ce comportement crée l'effet inverse. Quand une personne semble émotionnellement dépendante, l'autre ressent inconsciemment une charge émotionnelle. Et ce qui pèse émotionnellement finit par perdre en attraction. Le détachement sain repose sur un équilibre précis. Présence sincère, émotion réelle, indépendance émotionnelle. Il ne s'agit pas de disparaître. Il s'agit de ne pas s'accrocher. Un homme détaché écoute, comprend, partage, mais il ne se dissout pas dans la relation. Face à un homme détaché émotionnellement, l'autre se sent libre, mais aussi responsable de la connexion, et plus impliqué pour maintenir le lien. Quand la pression disparaît, l'investissement émotionnel devient volontaire, et ce qui est volontaire est toujours plus fort. Le détachement est la base invisible de l'incertitude émotionnelle maîtrisée, de la rareté émotionnelle, de la fascination pour ce qui n'est pas acquis. Sans détachement réel, ces mécanismes deviennent artificiels et inefficaces. Le détachement n'éloigne pas, il enlève simplement la pression qui tue le désir. Faiblesse si l'ego face à l'homme qui ne réagit pas. L'ego humain est profondément lié à la réaction de l'autre. Être remarqué, provoquer une réponse, influencer une émotion. Tout cela confirme une chose essentielle. J'ai un impact. Quand cet impact disparaît, l'ego se met en alerte. Dans la majorité des interactions sociales, une action appelle une réaction. Un message, une réponse. Une provocation, une émotion. Une tentative de séduction, un retour visible. Quand un homme ne réagit pas ou réagit avec calme et neutralité, il casse ce schéma. Et ce silence émotionnel crée une rupture psychologique. Le cerveau humain cherche constamment à évaluer sa position. Suis-je désiré? Suis-je importante? Ai-je encore de l'influence? Quand une action ne provoque rien, le cerveau ne reçoit plus d'indicateurs clairs. Ce flou n'est pas rassurant. Il pousse l'ego à chercher une confirmation. Face à un homme qui ne réagit pas, l'ego doute, l'attention augmente, l'investissement émotionnel commence. Non pas par amour immédiat, mais par besoin de rééquilibrer la perception de soi. La question devient, pourquoi n'ai-je aucun effet sur lui? Et cette question peut s'installer durablement. Il est essentiel de distinguer l'indifférence froide, la non-réaction émotionnelle. L'indifférence ferme la connexion. La non-réaction calme la tension sans la nier. Un homme émotionnellement stable entend, observe, mais ne surréagit pas. Ce calme donne l'impression d'une force intérieure. L'ego est attiré par ce qu'il ne contrôle pas facilement. Quand une personne ne réagit pas comme prévu, elle devient mentalement plus présente. Ce n'est pas la personne qui attire, c'est la zone d'incertitude qu'elle crée dans l'esprit de l'autre. Ne pas réagir ne signifie pas ignorer systématiquement, mépriser, provoquer volontairement. Un silence utilisé comme arme crée de la méfiance. Un calme naturel inspire du respect. La différence est subtile, mais psychologiquement décisive. Ce n'est pas la réaction qui donne du pouvoir. C'est la capacité à rester calme quand une réaction est attendue. Faiblesse 7, l'addiction montagne russe émotionnelle. Le cerveau humain ne s'attache pas uniquement à ce qui le rend heureux. Il s'attache à ce qui le stimule fortement. Et l'une des stimulations les plus puissantes, c'est l'instabilité émotionnelle rythmée. Pas le chaos permanent, mais l'alternance entre le haut et le bas. Beaucoup pensent que l'amour doit être calme, constant, linéaire. En réalité, ce type de relation apaise, mais il n'active pas toujours l'attachement profond. L'intensité émotionnelle, elle, crée des pics, et le cerveau retient les pics, pas la neutralité. Les montagnes russes émotionnelles activent la dopamine, anticipation, l'adrénaline, tension, puis l'ocytocine, soulagement, rapprochement. Cette alternance crée une boucle chimique. Plus la descente est forte, plus la remontée est ressentie comme intense. Et le cerveau apprend à associer cette intensité à la relation. Ce n'est pas la personne qui rend dépendant, c'est le rythme émotionnel. Quand une relation alterne,
Distance, rapprochement. Doute, réassurance. Tension, soulagement. Le cerveau attend inconsciemment le prochain haut. Comme toute addiction, ce n'est pas le plaisir qui attache, c'est l'anticipation du plaisir. Une relation trop stable peut sembler émotionnellement plate. Une relation trop instable devient toxique. Mais entre les deux existe une zone précise. L'intensité maîtrisée. C'est là que l'émotion reste vivante, sans basculer dans l'angoisse. Un homme émotionnellement stable ne crée pas volontairement le chaos, mais sa manière de gérer les tensions crée un contraste naturel. Il ne dramatise pas, il ne s'excuse pas excessivement, il ne panique pas. Résultat, la tension monte chez l'autre, puis redescend quand il reste calme. Ce contraste renforce l'impact émotionnel, parce que l'émotion n'y circule plus. Le cerveau ne ressent plus de variation. Et sans variation, il se désengage progressivement. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un manque de stimulation émotionnelle. Quand l'intensité devient incontrôlée, disputes répétées, ruptures fréquentes, réconciliation explosive, l'attachement se transforme en dépendance émotionnelle. Et ce type de lien détruit plus qu'il ne construit. Le cerveau ne devient pas accro au bonheur, il devient accro à l'intensité. Faiblesse 8, confondre désir et approbation. Le désir et l'approbation se ressemblent en apparence, mais psychologiquement, ce sont deux mécanismes très différents, et les confondre crée l'une des plus grandes illusions émotionnelles dans les relations modernes. Recevoir de l'attention est souvent interprété comme du désir. Être validé est souvent confondu avec être désiré. Pourtant, l'approbation rassure. Le désir attire. L'un apaise l'ego, l'autre active l'émotion. L'approbation est une validation sociale et émotionnelle. Compliment fréquent, disponibilité constante, accord systématique, présence rassurante. Elle dit « Tu es acceptable, apprécié, reconnu ». Mais elle ne dit pas forcément « Tu es désiré ». Le désir naît de l'attention, pas du confort. Il implique une part d'incertitude, une distance symbolique, une attraction qui n'est pas garantie. Le désir ne cherche pas à rassurer, il cherche à attirer. Quand l'approbation devient constante, elle élimine le risque, elle supprime la tension, elle rend la relation prévisible. Psychologiquement, le cerveau classe alors la relation comme sécurisante mais non stimulante. Et ce classement change complètement la dynamique émotionnelle. Plus une personne cherche à être approuvée, plus elle donne inconsciemment le pouvoir émotionnel à l'autre. Car elle communique. Ton regard détermine ma valeur. Or, le désir fonctionne à l'inverse. Il est attiré par ce qui ne dépend pas de son approbation. Le désir ne peut pas exister sans un minimum d'approbation. Mais il meurt quand l'approbation devient totale. L'équilibre sain. Respect. Attention. Mais pas de validation permanente. Quand l'approbation devient rare mais sincère, elle reprend de la valeur. Une personne qui ne cherche pas constamment l'approbation paraît plus confiante, semble émotionnellement stable, projette une valeur interne, et cette valeur interne nourrit le désir. L'approbation rassure l'ego, le désir stimule l'émotion. Faiblesse 9, la dépendance à l'attention numérique. À l'ère des réseaux sociaux et des notifications instantanées, une nouvelle faiblesse a émergé, la dépendance à l'attention numérique. Elle se manifeste lorsque la valeur personnelle et le sentiment de désir d'une personne deviennent intimement liés aux likes, messages, vues et commentaires qu'elle reçoit en ligne. Le cerveau humain réagit aux récompenses comme à une drogue. Chaque notification agit comme une petite dose de dopamine. Un like sur une photo peut instantanément améliorer l'humeur. Un message inattendu peut créer un pic d'excitation. Une réponse différée peut provoquer frustration et anxiété. Avec le temps, le cerveau associe le sentiment de désir et de valeur à ces signaux numériques plutôt qu'aux interactions humaines réelles. Cette faiblesse est une extension moderne de la faiblesse 8, confondre désir et approbation. On peut croire qu'un like égale désir réel. On peut croire qu'un commentaire égale attention sincère. Mais en réalité, ces signaux sont artificiels, instantanés et manipulables. Ils rassurent l'ego, mais ne nourrissent pas le désir authentique. Hypervigilance émotionnelle. La personne scrute constamment ses notifications, redoutant l'absence d'attention. Perte de valeur interne. Si l'estime dépend de réactions extérieures, elle devient fragile. Tension relationnelle. Les interactions réelles perdent en intensité face à la séduction numérique qui est superficielle et répétitive. Montagne russe émotionnelle. Les pics et chutes d'attention créent un cycle addictif similaire aux dépendances classiques.
L'attention numérique active le besoin de reconnaissance et renforce la dynamique. Plus quelqu'un est distant ou sélectif en ligne, plus il devient désirable. Plus quelqu'un court après chaque like ou commentaire, plus il devient prévisible et moins attirant. C'est le paradoxe moderne du désir. La disponibilité constante diminue l'attraction, alors que la rareté augmente l'intérêt. À force de chercher l'attention numérique, on confond visibilité et désir, like et passion, et on finit par vendre son émotion à des écrans. Faiblesse dit, le besoin de contrôle émotionnel invisible. Le besoin de contrôle émotionnel est rarement conscient. Il ne se manifeste pas par la domination visible, mais par une tentative subtile de sécuriser ses propres émotions à travers l'autre. Ce n'est pas vouloir contrôler une personne, c'est vouloir contrôler ce que l'on ressent. Quand une relation devient émotionnellement importante, le cerveau cherche naturellement à réduire l'incertitude. Il veut savoir ce que l'autre ressent, où il en est, s'il va rester, s'il peut partir. Et plus l'attachement est fort, plus le besoin de contrôle augmente. Ce contrôle ne passe pas par des ordres. Il passe par des attentes implicites, des réactions émotionnelles, des silences interprétés, des tests discrets. Rien n'est formulé clairement, mais tout est émotionnellement chargé. C'est ce qui le rend difficile à identifier. Le contrôle émotionnel naît souvent après une incertitude prolongée, une peur de perdre, une instabilité émotionnelle répétée. Le cerveau cherche alors une solution. Si je peux influencer ces réactions, je me sentirai plus en sécurité. Mais cette sécurité est illusoire. Plus on cherche à contrôler émotionnellement une relation, plus la pression augmente, plus l'autre se sent contraint, plus l'attraction diminue, car le désir a besoin de liberté. Et le contrôle, même subtil, est toute cette liberté. Face à quelqu'un qui cherche inconsciemment à contrôler l'émotion, un homme instable réagit, un homme dépendant s'adapte, un homme stable reste cohérent. Cette cohérence agit comme un miroir. Elle révèle le besoin de contrôle sans jamais l'alimenter. Et paradoxalement, c'est ce qui restaure le respect et parfois l'attraction. Cette faiblesse est la synthèse finale. Le besoin d'unicité, la recherche de validation, l'incertitude émotionnelle, la fascination pour le non acquis, le détachement, l'ego, l'intensité, l'approbation, l'attention numérique. Quand tout cela se combine, le contrôle émotionnel devient la tentative ultime de stabilité. Quand le contrôle émotionnel devient central, la relation perd sa spontanéité. L'émotion devient surveillée. Le désir se transforme en gestion. Et une relation gérée émotionnellement cesse d'être vécue. On ne cherche pas à contrôler l'autre par pouvoir, mais par peur de ressentir l'incertitude. Si tu veux la partie 2, dis-le en commentaire. Un simple mot suffit. Abonne-toi si tu veux comprendre ce que la majorité subit sans le savoir.